Bonjour à tous. Donc, je vais effectivement traiter de deux études que ProSilva France a conduites en Alsace. Donc, deux études qui n'ont pas de rapport direct entre elles. Ne croyez pas qu'on va faire du Douglas en zone humide, je crois que ça passerait un scoop. Mais donc, je vais d'abord parler des zones humides et ensuite du Douglas. Donc, simplement pour rappeler que ces deux études donc, ont été pilotées par Claire Torres, donc qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Je vais essayer de la remplacer. Et donc, alors, on fait l'objet de deux rapports aux financeurs. Alors, donc, avec la participation de nombreux partenaires, hein, donc, vous avez la liste sur la diapo. ProSilva tient à les remercier parce que ce sont des études qu'on ne peut pas mener tout seul dans notre coin, et ce serait de toute façon un peu dommage. Et donc, c'est vraiment important que tous ces partenaires aient pu contribuer à ces études. Et puis, évidemment, elles n'auraient pas eu lieu sans le soutien financier d'une part de l'État, via la DRAF Grand Est, et puis du Conseil régional, qui à l'époque était le Conseil régional Alsace, mais qui est aujourd'hui le Conseil régional Grand Est. Donc les deux études ont été soutenues par ces deux acteurs et donc ont fait l'objet de travaux de beaucoup de partenaires. Donc je vais parler d'abord des zones humides. Donc simplement pour rappeler sur cette diapo, surtout qu'on s'est intéressé aux zones humides qui n'étaient pas dans les grandes vallées alluviales, dont je ne vous parlerai pas de la vallée du Rhin, etc. Et puis des zones humides forestières, enfin intra-forestières, tant feuillues que résineux. On n'a pas exploré des zones beaucoup plus ouvertes. Les interrogations de base qui ont conduit à nous proposer ces études, vous les avez ici, c'est quelle mise en valeur économique, quelle exploitation qui est jugée souvent difficile, et puis quelle gestion alternative des plantations résineuses qui ont été installées par le passé dans ces zones humides. Autrement dit, comment gérer les zones humides à travers le prisme de la sylviculture irrégulière continue proche de la nature, et puis bien sûr, on s'est inscrit toujours, dès que c'était possible, dans un cadre de préservation et d'amélioration de ces fonctions des zones humides. Petit rappel justement sur ces fonctions, des fonctions bien sûr hydrologiques. Ce matin, Christian Barthaud nous a dit qu'il fallait toujours inscrire ce qui se passe en forêt à des échelles plus larges. Je crois qu'en matière de zones humides, c'est clair que il y a un amont, un aval, en tout cas l'échelle du bassin versant est toujours à prendre en compte. J'ai cité les étiages, les crues, etc., mais il y aurait bien d'autres choses à dire. Bien sûr des fonctions écologiques, parce que ce sont souvent des milieux par eux-mêmes de grande qualité. Des fonctions sociales, et ça c'est particulièrement vrai en Alsace du Nord, parce que dans les fonds de vallons, il y a des paysages particuliers et donc une fréquentation. Et puis bien sûr, on peut y voir aussi une fonction économique, notamment vis-à-vis de la filière. En quoi la sylviculture continue peut répondre à cela, parce que si on a fait l'étude, c'est un petit peu sur ce postulat. Je vous ai cité un certain nombre de choses, je ne vais pas toutes les prendre, mais c'est par exemple le fait de prélever peu de tiges à l'hectare, puisqu'on cherche à faire des bois de qualité, donc peu de tiges à l'hectare, ça veut dire plus facilement une préservation des sols par exemple. On peut aussi conserver assez facilement dans la sylviculture irrégulière, selon les souhaits du propriétaire, des arbres morts ou des arbres habitats. Et donc comme on est dans des milieux riches, c'est clair qu'on peut compléter, les choses peuvent se compléter de façon efficace. Comment s'est déroulée l'étude? Grosso modo, une première grande phase qui s'est appuyée sur des entretiens avec les acteurs au niveau des territoires, le recensement des zones humides à partir des données fournies par les partenaires, notamment les cartes Habitat Natura 2000. Ça a conduit à bien positionner les enjeux, ça a conduit également à sélectionner un échantillon de zones humides qui a fait l'objet de diagnostics particuliers, soit par Claire Torres, soit au cours d'un projet agroparitétique. Ça a conduit à faire des propositions de gestion par type de peuplement, j'en brosserai quelques-unes, et à ce niveau-là, donc, il y a eu des apports importants d'experts, mais aussi d'adhérents de ProSilva France, de l'AFI. Il y avait un comité de pilotage également qui nous a bien aidés. Ça a abouti à 3 productions qui étaient prévues. 2 d'entre elles ont été atteintes. Ce sont les fiches techniques, je vous en présenterai une. Et puis des questions à approfondir. Le suivi des zones pilotes, j'y reviendrai, c'était prévu au départ, mais ça a pris un peu de retard. Localisation de ces zones humides, très rapidement, donc c'est l'Alsace du Nord. Le contour que vous avez en orange, c'est le parc naturel régional des Vosges du Nord.
Donc ça veut dire qu'une bonne partie de la zone explorée est plutôt dans la région, on va dire, de collines. Mais néanmoins, il y a quelques habitats qui ont été également échantillonnés sur la plaine d'Agneau. Au départ, on avait une surface cible d'un peu plus de 8000 hectares. Au final, quand on a zoomé sur les parties forestières notamment, on s'est retrouvé avec une zone cible de 1420 hectares. Et sur ces 1420 hectares, le diagnostic stationnel et forestier ont porté sur 83% de cette surface, dont vous avez le détail, notamment des forêts de frênes, d'aulnes, et puis des bois marécageux, etc. Dans le rapport qui a été fourni, on a utilisé ces grands types de peuplement pour proposer des consignes de gestion, des conseils de gestion, qui sont organisés sous forme de chapitres. Je vais juste en aborder deux, parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. Donc l'Aulnay-Fresnay, et puis le cas des plantations vasineuses effectuées sur zone humide. Pour ce qui concerne les Aulnay-Fresnay, donc 350 hectares visés, essentiellement plutôt sur des parties basses de bassin versant, puisque vous voyez que dans les Vosges du Nord, donc la partie colline, est beaucoup moins concernée par ce genre de milieu. Ce sont bien sûr des milieux humides. On a en ordonnée le niveau hydrique, donc on est toujours sur des choses très humides. Et puis un panel assez large au niveau trophique qui va de l'acidiphile jusqu'au neutrophile. À l'intérieur de ce paquet des Aulnay-Fresnay, on a même fait des distinctions au niveau des habitats, mais surtout ce que je voulais souligner par cette diapo-là, c'est que dans tous les cas, ce sont des habitats à grande valeur écologique et qui sont en général donc rares ou assez rares en Alsace du Nord, d'où l'intérêt de s'inscrire dans la protection des fonctions de ces zones humides et notamment de leur valeur écologique. Il faut aussi souligner qu'en termes de productivité forestière, on a un grand panel, ça va de faible à fort, et donc on s'est orienté a priori pour proposer de travailler surtout sur les zones humides à productivité moyenne ou forte, ce qui veut dire notamment que les aulnaies glutineuses, marécageuses se trouvent un peu non concernées par ce que l'on propose, parce qu'il y a des engorgements extrêmement forts et que la gestion qu'on pourrait proposer, à mon avis, serait contraire à la préservation de la fonction écologique de ces zones. Donc pour ces Aulnay-Fresnay, qu'est-ce qui a été proposé? Je ne vais pas revenir en détail malheureusement sur la gestion de la composante frêne, puisque la Calaro s'est installée relativement tôt dans la zone d'étude et qu'on a les mêmes problèmes évidemment en zone humide que ce que l'on constate en général. Ce qui a quand même une conséquence, c'est que dans tous les itinéraires proposés, il n'a pas été envisagé la régénération ou la plantation du frêne. Sur la composante aulne, le parti pris de ce qui a été proposé, c'est d'abord d'évaluer si, bien sûr, l'aulne était adaptée, mais aussi si le fait de gérer une zone humide, du fait de sa configuration, alors ça peut être topographique, ça peut être des questions de dessert, etc., n'allait pas mettre en péril la fonction de protection écologique, et si c'était le cas, de ne pas s'orienter vers une sylviculture. Par contre, sur les autres zones, donc celles où l'exploitation est a priori possible sans gros dégâts et avec une bonne potentialité forestière, à ce moment-là, on propose une sylviculture de production de bois d'œuvre sur ces zones. Donc là, j'ai emprunté à Hugues Classens en 2005 une autre condition pour pouvoir gérer un peuplement d'aulne, c'est qu'on arrive à un stade où la vigueur des arbres est suffisante. Alors, il y a plusieurs indicateurs possibles, mais il y en a un qui est assez intéressant et qui marche relativement bien, c'est la proportion de houppiers des arbres. Donc là, vous avez 3 cas de figure. De A à C, ça veut dire qu'on est dans un optimum, en tout cas, qu'on peut effectivement faire réagir les arbres. Plus on va vers la configuration C, quelle que soit la hauteur, et moins la réaction de l'arbre va être intéressante. Donc ça, c'est toujours un diagnostic qu'il faut poser afin de savoir si on peut effectivement tirer parti de l'existant, qui est quand même le postulat que l'on peut faire pour cette gestion irrégulière, comme d'habitude. Encore faut-il que le peuplement s'y prête. Donc on avait ce style de peuplement. Là, c'est un peuplement qui a été diagnostiqué avec la répartition en petits bois, bois moyen, gros bois et très gros bois. Et vous avez la surface terrière, donc c'est pas un peuplement très chargé, majoritairement composé d'aulnes.
Et donc, en fait, ce qui est proposé est assez classique. Intervenir plutôt sous forme de mise en valeur des armes de qualité dans les PVVM, et puis évidemment plutôt en récolte sur les gros bois. Ceci étant, sur la partie récolte et renouvellement, des questions restent posées. Notamment, il est signalé que la possibilité de régénération par franc-pied est possible. Il y a des études en Allemagne qui le montrent, mais d'autres auteurs soulignent la difficulté de cette opération. Donc je pense qu'il y aurait encore des connaissances à acquérir de ce côté-là. Et puis ça pose aussi la question de peut-on le faire de la même façon lorsque on va partir d'un peuplement qui est sous forme de CP. Là aussi la question mériterait d'être fouillée. Sur l'autre peuplement que je voulais aborder, c'est celui des plantations résineuses, donc ça représente 300 hectares sur les 1400. Sur ces plantations, il y a eu quelques plantations feuillues, mais enfin quand même l'essentiel c'est des plantations résineuses à 84%, et c'est essentiellement donc des plantations d'épicéas. Et là c'est un peu le contraire du premier type, puisqu'on les retrouve essentiellement, enfin en tout cas surreprésentés dans la partie colline, dans les Vosges du Nord. Il y a trois choses qui ont été suggérées pour ces peuplements-là. Parfois la libre évolution. Alors on est effectivement tombé sur certains cas, notamment avec des pins sylvestres accompagnés plus ou moins de feuillus, de grandes zones humides, où la desserte et l'accès est vraiment très compliqué. Et donc à un moment donné, là il faut bien poser le diagnostic pour savoir si le jeu vaut la chandelle, et si on ne va pas faire beaucoup plus de mal que de bien, et même si économiquement c'est rentable. Donc la libre évolution est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est des peuplements qui sont bien installés, de bonne qualité. Vous avez l'histogramme d'un de ces peuplements sur la diapo. Donc là, ce qui est proposé, c'est une régularisation du peuplement, ce qui peut éviter notamment la remontée complète du plan d'eau, et donc peut-être la question qui se pose pour le renouvellement de ces peuplements, qui est la question de faut-il réactiver le drainage de ces peuplements. C'est une question qui se pose au niveau juridique, c'est une question qui se pose au niveau écologique, et donc pourquoi ne pas aller vers une régularisation qui permet d'éviter justement ces phases un peu compliquées, et bon, qui permet quand même de préserver le capital producteur. Et puis, on peut avoir sur ces zones-là la volonté de revenir à un peuplement autochtone, notamment feuillu. Et ça, donc, c'est une question explicitement qu'on a traitée. Et il y a une petite clé qui permet, en fonction de la stabilité du peuplement, de son degré de commercialisation, etc., de choisir un certain nombre d'itinéraires. Alors, je ne vais pas tous les présenter, mais je vais en présenter deux, qui est une façon d'aborder les choses par coupe progressive et puis une autre par coupe rase. Donc la coupe progressive, je vais passer très vite, mais vous voyez, le peuplement est essentiellement des petits bois, des bois moyens. Et ce qui est proposé, c'est de faire une ou plusieurs coupes, mais souvent deux, du peuplement, en espérant l'installation de feuillus. Donc ça, on a constaté qu'effectivement ça arrivait. C'est-à-dire que le bouleau, l'aune et puis d'autres, je ne vais pas tous citer, s'installent dès qu'on fait pas mal de lumière suite à un peuplement d'épicéas qui a été planté. Et donc on peut le faire de cette façon-là. Et puis une deuxième possibilité, ce qui a été expérimenté, c'est de réaliser une coupe rase des résineux et de voir l'installation de feuillus derrière cette coupe rase. Donc ça, pour ceux qui participent à la tournée numéro 5 demain, c'est ce que l'on ira voir en forêt de Dambar avec les bras de Turckheim, puisque ça a été réalisé sur une zone humide de sa propriété, et donc ça a fonctionné. Derrière, le peuplement feuillu est composé d'aunes et de bouleaux, et donc peut être géré au moins de façon hétérogène, voire irrégulière, puisqu'en plus on a deux essences qui vont sûrement avoir des objectifs de production différents. La question qui était posée sur les techniques d'exploitation était importante. Ce qu'on a constaté sur la zone d'étude, au final, c'est qu'il y a extrêmement peu de sites qui ne sont pas desservis. Donc c'est pas forcément parce qu'il y a une non-proximité de routes forestières. Souvent ce problème est peu limitant, sauf en quelques cas. Donc évidemment, il faut prendre les précautions habituelles, traverser le cours d'eau, etc. Ça passe. Souvent la question auquel on reste confronté, c'est quel mode de débardage et à quel coût. Et là, donc,
en Alsace, mais plus largement au niveau national, j'ai un peu l'impression que on a en tête, en tout cas beaucoup de gestionnaires ont en tête l'histoire du porteur grappin, etc. À, mettons, 22, 25 euros. Et quand ça ne se passe pas bien, j'ai l'impression qu'on va tout de suite sur des solutions assez extrêmes, qui est, puisque ça ne se passe pas bien, on ne va rien faire. C'était le prix de la tranquillité de Max tout à l'heure. Ou alors on va chercher le câblement qui est quand même à 32, 35 ou 39 euros du mètre cube. C'est-à-dire que là on passe sur des coûts qui sont beaucoup plus importants. J'ai un peu l'impression que parfois on oublie qu'entre les deux, il y a un certain nombre de techniques. Alors pour les gros bois, le skidder avec un treuil. Pour les petits bois, le cheval de fer par exemple, si on ne veut pas aller sur le débardage à cheval, qui ont des coûts intermédiaires. Et parfois de payer peut-être 5-6 euros du mètre cube en plus, ça peut servir à tirer les bois depuis l'extérieur si le réseau est bien développé, ce qui était le cas en Alsace du Nord. Donc là, il y a un point que l'on a souligné, qui est de peut-être consacrer quelques moyens à aider les gestionnaires avec des techniques assez traditionnelles de débardage avant d'aller chercher des techniques sophistiquées. Ça peut peut-être suffire pour justement éviter ce problème d'exploitation. Cette étude a quelques limites et perspectives. La principale limite, à mon avis, sur tout ce que j'ai cité, enfin il y en a deux. Une qu'on a évoquée ce matin, je ne vais pas y revenir, c'est les surdensités de cervidés dès qu'on parle de régénération fluide. Et puis, la deuxième, c'est quand même le morcellement très important de ces zones. Donc souvent en propriété privée en fond de vallée, avec un morcellement important, ça veut dire qu'on a eu du mal, par exemple, à trouver les zones pilotes sur lesquelles on pourrait expérimenter un certain nombre des itinéraires qui sont proposés et les documenter, puisque ce qui sera intéressant, in fine, c'est ensuite d'avoir, type les dispositifs AFI, d'avoir des références techniques et économiques sur ces zones. Donc ça, c'est quelque chose qui reste à faire. On change complètement de décor, donc la sylviculture du Douglas, bon, les bois que vous avez là, c'est pas pris ici. Donc, le Douglas en Alsace, pour situer les choses, c'est pas une essence qui a été extrêmement employée, puisque quand on a regardé un peu les différentes sources, on arrive à peu près à 11 000 hectares sur la région Alsace, c'est-à-dire 3% de la surface forestière, une caractéristique, beaucoup en forêt publique, 9 500 sur les 11 000, et concentré autour de Colmar et Schirmeck au niveau des agences de l'ONF. Pour rappeler également que, bon an, mal an, on a une récolte grume qui se situe entre 20 et 25 000 m3, et puis qui a une transformation effectivement sur place. En 2001, Fibois avait trouvé que sur 23 scieries résineuses, il y en a 17 qui travaillaient effectivement du Douglas. L'étude s'est déroulée un tout petit peu comme la précédente, donc je ne vais pas trop y revenir, avec une phase plus active de bibliographie et d'entretien, y compris à l'international, de façon à avoir quelques références supplémentaires. Pareil, donc il y a eu des propositions de gestion par type de peuplement, j'y reviendrai, et puis donc les livrables, des fiches techniques, quelques questions, et puis l'installation de peuplement référence intégré au réseau AFI, donc il y en a eu 2 d'installés. Au niveau des itinéraires, il y a eu 4 stades qui ont été considérés, donc un stade petit bois, bois moyen, un stade bois moyen, un stade BMGB, un stade GB, GB-TGB d'ailleurs, et évidemment tout ça c'est issu de plantation au départ. Je passe rapidement sur le fait qu'on ait les propositions s'appuient sur un certain nombre d'études à la fois en France et à la fois internationales, y compris des études qui peuvent être assez anciennes. Et donc ça c'était plus pour l'aspect coupe, et sur l'aspect régénération, puisque c'est toujours une question qui arrive, avec le Douglas qui est réputé pour aimer un peu la lumière, eh bien il y a eu quelques études, et notamment la proposition donc, de cet indicateur qui permet de comparer la pousse terminale, la pousse de l'élongation terminale sur l'élongation latérale, et de juger de la qualité de bonne croissance d'un semis, par exemple, quand l'élongation de la pousse terminale est supérieure à celle de la pousse latérale, ce qui marche relativement bien. Donc je vais passer rapidement les 4 types de peuplement. Je vais insister plutôt sur les 2 derniers. Donc là, vous avez une représentation très schématique, et puis les illustrations chiffrées
que vous avez sont toutes issues de dispositifs AFI, alors pas en Alsace puisqu'il n'y en avait pas, ils ont été installés récemment, mais des dispositifs donc, qui sont situés dans le Morvan, donc à différents stades. Donc ici on a le stade PVBM, bon, l'histogramme vous l'illustre sur la partie en haut à droite, hein, à peu près 29 mètres carrés par hectare, sans trop être novateur, ce qui est préconisé, hein, c'est de maintenir les minoritaires, de travailler pour les petits bois, de limiter, autant que faire se peut, le capital jusqu'en dessous de 33 mètres carrés, et puis de bien veiller à ce que les houppiers soient suffisamment développés. Et surtout de souligner qu'à ce stade, ça ne sert à rien d'aller couper des petits bois et des perches au profit des dominants. C'est d'abord la qualité qui doit jouer, hein, donc c'est l'éclaircie en faveur des tiges d'avenir, et pas simplement enlever tous les mauvais ou tous les petits sous prétexte qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont petits dans le peuplement. Ce peuplement, ben, vous avez quelques chiffres ici. Donc le gestionnaire a fait des coupes, et ces coupes ont représenté 47% de l'accroissement en volume, 18% de l'accroissement en valeur. On voit bien que là, le gestionnaire a privilégié évidemment de laisser les tiges qui rapportaient le plus parce qu'elles avaient une valeur potentielle intéressante. Et vous avez en bas environ 2000 € par hectare de valeur de consommation, et un peu plus de 6 000 de valeur potentielle en 2010. Le stade suivant, bois moyen, donc c'est le même peuplement, mais en fait qui a été suivi à deux périodes différentes. 33 mètres carrés à peu près par hectare. Vous voyez qu'on s'est déplacé sur l'échelle, sur l'histogramme. On continue les éclaircies sélectives. Jusque-là, il n'y a pas de gros changements par rapport à ce qui se passait avant. On laisse doucement augmenter la surface terrière puisqu'on a des bois un peu plus gros, donc avec des houppiers qui s'éloignent de la surface du sol. Et vous avez ici donc les coupes qui sont marquées avec les voilà, et là donc le gestionnaire continue à prélever une partie une très faible partie de l'accroissement en valeur par rapport à l'accroissement en volume, donc toujours de travailler pour la qualité. Le diagramme en bas, c'est pas la peine de regarder trop le détail, il n'y a pas grand chose au niveau des barres des histogrammes, ça veut dire simplement qu'à ce stade-là, pour l'instant, les suivis de régénération donnent qu'il n'y en a pas. Donc dans les premiers stades, c'est toujours un peu comme ça. Tant que les houppiers et tant que le peuplement n'est pas assez âgé, vous n'avez pas trop de régénération. Les valeurs progressent, on est à 3000 en valeur de consommation, mais on est toujours à 8000 en valeur potentielle, donc ça veut dire qu'on a encore intérêt à poursuivre la vie du peuplement et surtout la vie des arbres de valeur. On passe au BMGB, donc là on est monté en surface terrière, on est à 47 mètres carrés. Évidemment, les diamètres commencent à devenir beaucoup plus importants, 50, 55, 60, etc. On maintient l'éclaircie en faveur des tiges d'avenir, quels que soient les diamètres, donc ça c'est important, parce que dans les bois moyens, parce que dans les petits bois, il y a encore des arbres à favoriser, et puis on va joindre à cela la récolte des arbres arrivés à maturité, maturité qui est jugée en fonction, par exemple, d'une qualité et d'une dimension objective. Donc là, on peut laisser progresser la surface terrière. Vous avez ici donc ce que le gestionnaire a fait. Il a prélevé cette fois-ci quasiment l'accroissement, voire un peu plus, hein, puisqu'on est arrivé à un stade où ça va un petit peu tourner, ça va commencer à tourner en région de croisière. Et puis il est toujours en sélection, hein, puisque dans les bois moyens notamment, il y a encore des bois qui méritent d'être mis en valeur. En bas, vous avez les histogrammes des semis, et là, pour la première fois, vous voyez que dans la classe 50 cm à 1,50 m, on a des semis qui apparaissent en nombre dans le peuplement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez général. Il faut déjà que le peuplement vieillisse un peu, et puis le renouvellement, sauf cas grave, va s'installer, j'allais dire, un petit peu tout seul. C'est pas forcément une grave préoccupation, en tout cas, du gestionnaire, sauf si la station est particulière, ou sauf évidemment si les attaques des surdensités de gibier peuvent la compromettre. Mais sinon, c'est un peu mécanique, hein, cette histoire-là, et donc ça marche relativement bien. La valeur de consommation est montée à 16 000, la valeur potentielle progresse toujours, et elle est toujours supérieure à la consommation. Donc pour l'instant, dans ce peuplement, il n'est pas enfin, il y a en tout cas beaucoup d'arbres qui méritent encore de poursuivre leur vie. Donc on passe au dernier type de peuplement, 52 mètres carrés, avec des arbres là qui vont jusqu'à 100 de diamètre. Alors c'est pas forcément, c'est un exemple, hein, qui existe, c'est pas forcément ce qu'on peut éventuellement conseiller, hein,
mais ce peuplement existe. Le gestionnaire poursuit les prélèvements en fait, à travers des tiges d'avenir, il récolte les arbres arrivés à maturité, et il y en a beaucoup, hein, donc il les résorbe petit à petit, si je puis dire. Le G maximum peut augmenter. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours à prélever l'accroissement, à peu près, mais on voit que là, le gestionnaire commence à faire vraiment des récoltes importantes d'arbres de valeur qui sont arrivés à maturité, et c'est normal de les récolter. Les semis progressent, c'est-à-dire que non seulement on a rempli la case 50 à 1,50 m, mais on a aussi la case 1,50 m, 2,5 cm de diamètre, qui commence elle aussi à se remplir. Les petites croix oranges, j'en avais pas trop parlé, mais sur chaque dessin, vous voyez les croix oranges, c'est le cumul des surfaces projetées des arbres, hein, donc ça représente quelque part le couvert de ces arbres. Alors vous voyez que évidemment, à chaque éclaircie, vous perdez un peu en couvert, néanmoins, d'un graphique à l'autre, on reste sur des valeurs qui sont plutôt au-delà de 9000 m², des choses comme ça. Il semblerait que ça déclenche, les éclaircies déclenchent effectivement la venue des semis, mais qu'il y a un deuxième phénomène qui joue, c'est le fait que les houppiers ne se situent pas non plus au même niveau par rapport au sol, et donc plus ils s'éloignent, hein, plus les bois deviennent grands, etc., et plus c'est facile, enfin, entre guillemets, d'avoir de la régénération. Donc il y a sûrement les deux phénomènes qui jouent ensemble, et qui effectivement font que les semis apparaissent. Et alors là, enfin, si je puis dire, pour une fois, la valeur potentielle est passée en dessous de la valeur de consommation. Donc par rapport à ce que l'on connaît sur ces deux valeurs-là, ça veut dire qu'a priori, au niveau de ce peuplement, il y a des arbres qui sont effectivement dans la phase de récolte et qui devient économiquement intéressant de récolter en nombre. Hein. Donc ce qui paraît assez logique, puisqu'on a des très gros bois et que effectivement, ils sont mûrs. Grosso modo, un certain nombre d'arbres, comme on dit à Procida, ne payent plus leur place suffisamment pour être conservés. Et donc là, on est tout à fait en phase de récolte, ce qui explique que sur ces types de peuplements, on va récolter essentiellement des gros bois très gros. Ici, j'avais mis une diapo un peu de résumé économique des choses. Donc vous avez les stades, les 4 stades. Vous avez les frais de martelage, les frais de travaux sylvicoles qui sont extrêmement peu importants pour l'instant, et notamment dans les premiers stades, puisque au final, les semis sont soit absents, soit ils commencent à apparaître. Vous avez les frais d'administration, de suivi d'exploitation, les frais généraux, c'est-à-dire les impôts, les frais de PSG, etc., etc. Les revenus, donc tout ce qui est en vert, c'est positif. Et puis le compte d'exploitation annuel, c'est la différence des deux, et c'est ce que ça rapporte en euros par hectare et par an aux propriétaires. La colonne qui est importante, c'est la deuxième, c'est l'évolution annuelle du capital, ça c'est ce qu'il y a en forêt. Hein, et donc au final, le résultat total pour le propriétaire, c'est bien l'addition de ce qui sort, alors ça c'est toujours ce qu'on met en avant quand on regarde comment une forêt se comporte, etc. Mais il faut y ajouter aussi la valeur du capital que vous emmagasinez, si je puis dire, en forêt, parce que sinon... on pourrait avoir un très bon compte d'exploitation annuelle en écrémant complètement la forêt. Donc là, c'est absolument pas le cas sur ces types de peuplements-là, ou en tout cas jusqu'au stade BMGB, où entre BMGB et GBTGB, vous avez un résultat total qui augmente. Hein, et donc ça, c'est bien ce que l'on cherche en futée irrégulière. Suite à cela, je vous ai parlé d'exemples dans le Morvan. Donc évidemment, en Alsace, il a été installé 2 dispositif AFI, donc en forêt communale de l'Allée, en forêt privée de Mollberg. Donc un premier type qui s'apparente plutôt à ce que je vous ai présenté sur les bois moyens, hein, avec une surface terrière un peu élevée. Et puis la forêt privée de Mollberg, où là on est sur une surface terrière moins élevée, dans un type PBBM, hein, le premier type qu'on avait vu, et surtout avec un mélange d'essence. Donc ça, c'est intéressant à suivre parce que se pose quand même la question d'un peuplement qui, étant monospécifique, pourrait être un peu fragile par la suite, et donc introduire des espèces différentes, enfin introduire, en tout cas avoir des espèces différentes dans ce peuplement-là, pourrait rejoindre des valeurs que je n'ai pas pris en compte, hein, je n'ai pas mis derrière la valeur qu'on pourrait attendre avec moins de risques, par exemple, hein, de ces peuplements. Tout ce que je vous ai présenté, c'était vraiment de la valeur de consommation, de la valeur bois. Hein.
Mais derrière, à chaque fois qu'on fait de la sylviculture, il faut quand même se poser la question aussi de la durabilité du peuplement, et dans ce cas-là, ça peut être une assurance. Voilà. Ça peut aussi contribuer, je pense, à le bon fonctionnement, ou un meilleur fonctionnement peut-être des sols, et à ce moment-là, il y aurait toutes ces valeurs-là à rajouter, mais ça ne faisait pas partie de l'étude. Je terminerai sur deux diapos qui font peut-être le lien avec la session qu'il y aura après sur les gros mois. Dans le Douglas, évidemment, vous avez vu les stades que l'on a présentés. On peut penser que le stade BMGB, voire GB-TGB, est le stade sur lequel on va se mettre à avoir une sylviculture irrégulière qui va tourner, quoi, qui va être en routine. Hein, les stades PBBM et BM, c'est plutôt des stades d'acquisition où on va façonner le peuplement. Les deux derniers sont plutôt les stades un peu objectifs. Et évidemment, on va se poser la question c'est une question d'actualité qu'on voit fleurir un peu partout, c'est à quel diamètre je les coupe. À quel diamètre je considère qu'un arbre va commencer à ne plus payer sa place. Donc je vous ai rappelé on peut juger ça quand on suppose que ce que rapporte un arbre en euros par an ne compense plus. Alors petit a, c'est un taux, un pourcentage, par rapport à un capital qui est constitué du coût de l'arbre, enfin, de la valeur d'immobilisation de l'arbre, et puis aussi de la valeur d'immobilisation du sol, puisque cet arbre-là encombre, entre guillemets, en tout cas tire parti d'une partie de votre sol. Donc on peut faire ce genre de calcul, je n'ai pas mis les formules ici. Moi j'ai fait juste rapidement, j'ai utilisé une petite table, là vous avez un arbre qui passe de 20 diamètres jusqu'à 100, c'est le même, il grossit simplement. Et puis j'ai pris grosso modo les vitesses constatées de croissance dans les dispositifs AFI. Donc vous voyez, centimètres par an sur le diamètre, on est entre 1 et 1,5 sur le diamètre. Donc ça c'est plutôt un Douglas dominant dans ce que je vous ai présenté, grosso modo. Et puis j'ai fait 3 hypothèses de prix de vente. Donc il y a une courbe qui ressemble un peu à la courbe actuelle. C'est la courbe rouge. Donc voilà, des bois moyens qui se vendent bien, puis des gros bois qui se vendent pas mieux en fruits du terre. Et puis vous avez une courbe bleue qui reflète plutôt le prix d'il y a 6-7 ans. Et puis une courbe verte qui est un peu imaginée, qui est et si demain, du fait de ses caractéristiques technologiques, le Douglas valait plus cher quand il est gros, parce qu'on aurait des usages particuliers ou parce que les matériaux pétro-sourcés deviendraient compliqués à mobiliser. Et en fonction de ça, eh bien, on peut calculer le diamètre d'exploitabilité d'un Douglas. Donc on a 3 scénarios de prix, donc vous avez les rouges, les bleus et les verts. Et puis vous avez, alors vous voyez le taux là, 2 à 4-5%, ça rejoint ce que disait Max sur avant, c'est-à-dire que par rapport à l'équilibre économique d'une forêt, il n'y a pas un propriétaire, mais il y a plein de propriétaires. Et donc le fait de faire varier ce taux d'actualisation de 2 à 5, là, ça rend compte un peu de l'impatience du propriétaire et de la valeur qu'il peut accorder aux aspects financiers, sachant que quand il fonctionne à des taux bas, ça veut dire qu'il n'est pas très impatient vis-à-vis de la valeur argent, et par contre, plus il augmente le taux, plus il est impatient, et souvent on fait le lien avec une attente financière du propriétaire. Et donc ça, c'est un peu la volonté du propriétaire en bas. Et puis donc vous avez la fluctuation des prix, et vous voyez qu'à ce moment-là, le diamètre d'exploitabilité, lui, il varie aussi. Et il va varier, dans le pire des cas, si je puis dire, en termes de diamètre, de 55, avec des taux élevés et puis des prix bas, mais rapidement, on peut aller jusqu'à des diamètres de 85 de diamètre. Donc ça veut dire qu'en fonction de la fluctuation du prix, des caractéristiques de l'arbre, parce que là je l'ai fait qu'avec un seul arbre, mais s'il avait poussé 2 fois plus vite ou 2 fois moins vite, il y aurait eu encore d'autres considérations, enfin d'autres résultats qui seraient arrivés. Des prix de marché fluctuant dans le temps, je ne raconte pas à 30-40 ans ce que ça peut donner, forcément on a des situations extrêmement variées. Et je pense que justement, il n'y a pas de bonne réponse unique en disant qu'il y a un diamètre d'exploitabilité, parce que malheureusement il y en a beaucoup. Et je trouve que dans un peuplement comme ça, comme celui-ci, la sylviculture, un des avantages de la sylviculture irrégulière, mais qu'on ne chiffre généralement pas, ou en tout cas que pour l'instant on chiffre mal,
c'est sa souplesse et son adaptabilité dans le même peuplement. C'est-à-dire que l'affûté irrégulière vous permet d'avoir deux stratégies de production de bois avec des diamètres différents dans le même peuplement sans que ça pose un problème technique compliqué. Alors qu'en fût irrégulière, c'est plus compliqué. Donc, l'oscillation entre une récolte que j'ai appelée actuelle, avec peut-être des niveaux de prix bas, avec une récolte qui serait un peu meilleure au niveau des prix, vous voyez que vous pouvez très facilement, dans un même peuplement, ajuster ces deux objectifs, soit les remplir tous les deux, soit en remplir un plus que l'autre, et 15 ans plus tard, en changer, vous avez juste à adapter le capital. Donc ce sont des systèmes très souples, d'autres ne sont pas aussi souples, et donc je pense qu'en termes de résilience par rapport à des volontés différentes de propriétaires, peut-être même le même qui change d'avis dans le temps, hein, pas tout c'est possible, et puis surtout des variations de marché, et bien à ce moment-là, l'affûté irrégulière est vraiment une réponse que peu d'autres systèmes peuvent apporter en termes d'adaptation à la variabilité des conditions. Et donc dans le même peuplement, ce qui est quand même intéressant, on n'a pas besoin d'une grande surface pour équilibrer les choses. Donc il y a beaucoup de diamètres d'exploitabilité dans un même peuplement. Et je ne parle pas simplement de l'adaptation à la qualité du bois, mais simplement à des stratégies qui peuvent varier d'un moment à l'autre. Et on peut le faire dans le même peuplement. Et ça, je pense qu'on ne met pas assez en avant, mais c'est à nous bosser à Prosilva pour bien montrer la valeur qu'il peut y avoir derrière ces adaptabilités, cette souplesse de la sylviculture qu'on ne peut pas avoir dans les autres